Décembre 1914, front de l'Ouest, nord de la France. Le froid mordait les tranchées boueuses comme un loup affamé. Dans les hôpitaux de campagne, les médecins militaires voyaient arriver chaque jour des centaines de soldats avec les pieds noirs et gonflés. Ces hommes ne criaient pas à cause des balles allemandes. Ils criaient à cause du gel qui tuait leurs orteils, un par un. Le vrai ennemi n'était pas en face dans les tranchées adverses. Il venait du ciel, invisible et impitoyable. Les chiffres racontaient une histoire horrible. En seulement 2 mois d'hiver, l'armée française comptait déjà plus de 74 000 cas d'engelures graves. 12 soldats sur 100 perdaient ranque leurs orteils ou leurs pieds entiers. Les médecins coupaient, amputaient, jetaient des membres gelés dans des seaux. Chaque matin, les tas de pieds amputés grandissaient derrière les tentes médicales. Les généraux voyaient leur division fondre, non pas sous les obus, mais sous le gel. Un régiment de 1000 hommes perdait 120 soldats chaque semaine à cause du froid. Ces hommes ne mouraient pas, mais ils ne pouvaient plus marcher, plus combattre, plus servir. Ils devenaient chasse des fantômes vivants avec des moignons là où il y avait eu des pieds. Dans ce chaos glacé, personne ne regardait vers les cuisines militaires. Personne ne pensait qu'un cuisinier pourrait avoir une réponse. Alexis Carrel avait 28 ans et épluchait des pommes de terre pour nourrir 500 hommes de la 45e division d'infanterie. Il n'avait jamais ouvert un livre de médecine. Il ne connaissait rien aux os, aux nerfs, aux vaisseaux sanguins. Carrel venait d'une ferme laitière en Normandie où il avait grandi entre les vaches et les barils de beurre. Ses mains sentaient toujours la graisse et le lait. Les officiers le voyaient dépasser avec ses casseroles et ne lui adressaient jamais la parole. Un cuisinier n'avait rien à dire sur la guerre, sur la stratégie, sur la médecine. Un cuisinier faisait bouillir de l'eau et cuisait de la viande. Rien de plus. Mais Carrel regardait les soldats revenir des tranchées en boitant. Il voyait leurs visages tordus de douleur quand ils enlevaient leurs bottes. Leurs chaussettes gelées collaient à la peau morte. Leurs orteils ressemblaient à des bouts de bois pourris, noirs et durs. Les médecins militaires appliquaient leur protocole avec confiance. Ils enveloppaient les pieds dans des bandages secs et propres. Ils frottaient les membres gelés avec des massages vigoureux pour faire revenir le sang. Ils plaçaient les pieds près des poêles brûlants pour réchauffer la chair glacée. Ces méthodes venaient des meilleurs hôpitaux de Paris. Les professeurs les enseignaient dans les grandes écoles de médecine. Les livres les décrivaient comme scientifiques et modernes. Pourtant, chaque jour, plus de soldats perdaient leurs orteils. Les bandages secs ne changeaient rien. Les massages vigoureux arrachaient la peau morte et faisaient saigner les plaies. La chaleur directe des poils brûlait les tissus fragiles et transformait les engelures en gangrène. Les amputations se multipliaient, les médecins haussaient les épaules et disaient que c'était inévitable. Le froid gagnait toujours. La science ne pouvait rien faire contre l'hiver. Carrel osait penser différemment, mais il gardait le silence. Un cuisinier qui critiquait les médecins militaires recevait des punitions. Le service de santé des armées ne tolérait aucune suggestion venant des simples soldats. Les protocoles médicaux étaient sacrés, écrits par des experts formés pendant des années dans les universités prestigieuses. Un paysan normand qui épluchait des légumes n'avait rien à enseigner au docteur. Quand un autre cuisinier avait osé proposer une idée pour soigner les blessures, on l'avait envoyé creuser des latrines pendant 1 mois comme punition. Le message était clair. Ferme ta bouche et fais ton travail. Mais une nuit de décembre, Carrel ne pouvait pas dormir. Le vent hurlait à travers les planches de la baraque. Il pensait à son grand-père, un vieux berger qui gardait des moutons dans les collines normandes. L'hiver, les pattes des moutons gelaient dans la neige. Les animaux boitaient et tombaient. Son grand-père ne les amenait pas chez le vétérinaire. Il n'utilisait pas de bandage sec ou de massage vigoureux. Il prenait simplement de la graisse de mouton, la faisait fondre doucement
et masser les pâtes gelées avec cette matière grasse et chaude. Les moutons guérissaient, ils ne perdaient jamais leurs sabots. La graisse créait une barrière contre le froid et nourrissait la peau abîmée. Carrel se redressa sur son lit de camp. Dans sa cuisine militaire, il avait du beurre. Des dizaines de kilogrammes de beurre frais de Normandie. Le beurre était de la graisse, comme celle que son grand-père utilisait. Les pieds des soldats étaient dés comme les pattes des moutons. Pourquoi les médecins n'essayaient-ils pas quelque chose d'aussi simple? Pourquoi toujours la même approche qui échouait jour après jour? Ils savaient que cette pensée était dangereuse. Comparer les soldats français à des moutons pouvait le faire fusiller. Suggérer que du beurre de cuisine valait mieux que la science médicale ressemblait à de la folie. Les officiers riraient, les médecins se fâcheraient, tout le monde le traiterait d'idiot, de paysan stupide qui ne comprenait rien à la vraie médecine. Mais Carrel ne pouvait pas oublier les moutons de son grand-père. Il ne pouvait pas ignorer les centaines de pieds amputés qu'il voyait chaque semaine. Une question brûlait dans son esprit comme un feu impossible à éteindre. Et si la solution la plus simple était la bonne? Et si tous les experts avaient des torts depuis le début? Carrel commença ses expériences dans le secret le plus total. Chaque nuit, après avoir servi le dernier repas, il restait seul dans sa cuisine. Il prenait du beurre non salé et le faisait fondre doucement dans une casserole en cuivre. La température devait être parfaite, exactement 37 degrés, la même chaleur que le corps humain. Trop chaud, et le beurre brûlerait la peau fragile. Trop froid, et il ne pénétrerait pas dans les tissus abîmés. Carrel n'avait pas de thermomètre médical, alors il trempait son doigt dans le mélange. Quand la chaleur semblait confortable contre sa peau, il savait que c'était bon. Mais le beurre seul ne suffisait pas. Il se souvenait que son grand-père ajoutait toujours quelque chose à la graisse de mouton pour la rendre plus épaisse, plus protectrice. Carrel vola de la lanoline dans la tente des vétérinaires qui soignaient les chevaux. Cette cire grasse venait de la laine des moutons et restait collée à la peau pendant des heures. Il mélangeait 60% de beurre avec 30% de lanoline. Le mélange devenait épais et blanc comme de la crème fraîche. Pour finir, il ajoutait 10% d'huile de camphre qu'il trouvait dans les réserves médicales. Le camphre sentait fort et piquant, mais il réchauffait la peau et faisait circuler le sang. La préparation prenait 1 heure chaque soir. Carrel remuait la mixture sans arrêt pour que tout se mélange parfaitement. Quand elle était prête, il la versait dans de vieilles boîtes de conserve vides qu'il gardait cachées sous son lit. Chaque boîte contenait exactement 200 grammes de pâte, assez pour traiter 2 pieds gelés. Il utilisait ses propres rations de beurre, la nourriture qu'il était censé manger. Bientôt, il perdit du poids. Ses joues se creusèrent et ses côtes devinrent visibles sous sa chemise. Les autres cuisiniers remarquèrent que leur beurre disparaissait aussi. Carrel les suppliait de lui donner leur ration. Il promettait de leur rendre le double après la guerre. Certains acceptaient, d'autres refusaient. Il volait alors ce dont il avait besoin la nuit, glissant comme une ombre entre les réserves. En novembre 1914, Carrel décida de faire son premier vrai test. Il ne pouvait plus attendre. 12 soldats de sa compagnie souffraient d'engelures précoces. Leurs orteils commençaient à devenir blancs et engourdis, le premier stade avant la noirceur et l'amputation. Les médecins disaient qu'il fallait attendre pour voir l'évolution. Carrel savait qu'attendre signifiait perdre les orteils. Il parla aux 12 hommes en secret, dans une cave abandonnée loin des tentes médicales. Il leur expliqua son idée avec des mots simples. Certains riaient et pensaient qu'il était fou. D'autres, désespérés, acceptèrent d'essayer n'importe quoi. La technique était précise comme une recette de cuisine. Carrel appliquait une couche de 2 à 3 mm d'épaisseur de sa pâte sur chaque pied gelé. Pas plus épais, sinon la chaleur ne pénétrait pas. Pas plus fin, sinon la protection ne durait pas.
Il massait ensuite avec des mouvements circulaires pendant 8 à 10 minutes. Ses mains tournaient doucement, réchauffant la peau, faisant entrer la graisse dans les pores. Les soldats grimaçaient au début car le toucher réveillait la douleur endormie. Puis ils sentaient une chaleur agréable se répandre dans leurs pieds. Après le massage, Karel enveloppait chaque pied dans de la toile de jute sèche, puis ajoutait 2 paires de chaussettes en laine. Les pieds devaient y rester au chaud et protégés pendant toute la nuit. Il répétait ce traitement chaque soir pendant 3 semaines. Les 12 soldats venaient l'emmener le retrouver dans la cave après le coucher du soleil. Personne ne devait savoir. Si les officiers découvraient qu'un cuisinier pratiquait la médecine sans autorisation, Karel serait fusillé pour insubordination. Mais les résultats dépassaient tous ses espoirs. Après 1 semaine, la couleur blanche des orteils disparut. Après 2 semaines, les hommes sentaient à nouveau leurs pieds. Après 3 semaines, 11 des 12 soldats marchaient normalement. Un seul avait perdu un orteil, mais il gardait tous les autres. Dans les unités voisines qui utilisaient les méthodes conventionnelles, la moitié des soldats, avec des engelures précoces, perdèrent plusieurs orteils ou même des pieds entiers. Un homme observait ces résultats miraculeux avec un mélange de colère et de curiosité. Le capitaine Henri Moreau était le médecin-major de la division, un docteur formé à la Sorbonne avec 20 ans d'expérience. Il avait entendu des rumeurs sur un cuisinier qui soignait des engelures avec du beurre. L'idée lui semblait ridicule, primitive, indigne d'un soldat français moderne. Mais Moreau était aussi un homme honnête. Il voyait ses propres patients perdre leurs pieds chaque jour malgré tous ses efforts. Les protocoles médicaux ne fonctionnaient pas. Quelque chose devait changer. Une nuit de décembre, Moreau suivit discrètement 3 soldats jusqu'à la cave abandonnée. Il se cacha dans l'ombre et regarda Karel travailler. Il vit la précision des gestes, la douceur du massage, le soin avec lequel le cuisinier enveloppait chaque pied. Quand Karel eut fini, Moreau sortit de l'obscurité. Karel devint blanc comme un fantôme. Il pensait que sa dernière heure était arrivée. Mais Moreau ne cria pas. Il ne menaça pas. Il demanda simplement à voir la mixture. Moreau sentit la pâte, examina sa texture, écouta Karel expliquer ses proportions exactes. Le médecin resta silencieux pendant longtemps. Puis il dit quelque chose qui changea tout. Il dit qu'il était désespéré. Il dit qu'il perdait trop d'hommes. Il dit que si un cuisinier avait trouvé une solution que tous les médecins cherchaient en vain, alors il fallait essayer cette solution. Moreau proposa un marché dangereux. Il fermerait les yeux sur les activités illégales de Karel si le cuisinier acceptait de traiter 200 soldats comme groupe test officiel. Si l'expérience échouait, Moreau prendrait seul toute la responsabilité. Si elle réussissait, il présenterait les résultats au général de division. Décembre 1914 devint le mois le plus important dans la vie de Karel. Avec l'autorisation secrète de Moreau, il traita 200 soldats souffrant d'engelures à différents stades. Il préparait maintenant 15 kg de pâtes chaque nuit. Ses mains sentaient tellement le beurre qu'il ne pouvait plus enlever l'odeur. D'autres cuisiniers l'aidaient, impressionnés par sa détermination. Ils volaient ensemble dans les réserves, préparaient la mixture dans plusieurs casseroles à la fois, créaient une véritable chaîne de production clandestine. Après 3 semaines, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. 186 des 200 soldats traités gardaient tous leurs orteils. Seulement 14 avaient perdu 1 ou 2 orteils, et aucun n'avait perdu un pied entier. Le taux de réussite atteignait 93%. Dans les unités utilisant les méthodes conventionnelles, seulement 54 soldats sur 100 gardaient tous leurs orteils. La différence était impossible à ignorer. Le capitaine Moreau présenta ses résultats au général avec des mains tremblantes. Il savait qu'il risquait sa carrière en défendant un cuisinier contre tout le corps médical militaire. Mais les chiffres ne mentaient pas.
Le général de division regarda les chiffres pendant un long moment sans dire un mot. 74 000 cas d'engelure grave en 2 mois. 12 soldats sur 100 perdèrent leurs pieds. Les divisions fondaient comme neige au soleil. Puis il regarda les résultats du cuisinier. 93% de réussite. Des centaines d'hommes qui gardèrent leurs pieds et pouvaient continuer à se battre. Le général posa une seule question au capitaine Moreau. Combien de temps faudrait-il pour produire cette pâte pour toute l'armée? Moreau répondit 3 semaines si on transformait les cuisines militaires en laboratoire. Le général signa l'ordre immédiatement. C'était janvier 1915. La transformation commença comme une révolution silencieuse. 23 cuisines militaires le long du front arrêtèrent de préparer certains plats pour se concentrer sur la production du beurre médicalisé. Les cuisiniers devinrent des fabricants de remèdes. Carrel voyageait d'une cuisine à l'autre, enseignant sa technique exacte. 60% de beurre, 30% de lanoline, 10% d'huile de camphre. Chauffé à 37 degrés exactement. Remué pendant 45 minutes sans arrêt. Versé dans des boîtes propres de 200 grammes. Chaque détail comptait. Une température trop haute ruinait le mélange. Des proportions incorrectes donnaient une pâte inefficace. En mars 1915, la machine tournait à plein régime. Les cuisines produisaient 45 000 kg de pâte Carrel chaque mois. Des camions militaires transportaient les boîtes blanches vers toutes les tranchées du front. 1 200 000 soldats recevaient maintenant le traitement. Chaque homme avait sa boîte personnelle dans son sac. Les officiers ordonnaient des inspections quotidiennes des pieds. Au premier signe de blancheur ou d'engourdissement, les soldats devaient appliquer la pâte immédiatement. Le protocole était devenu aussi important que nettoyer son fusil. Les résultats dépassèrent toutes les espérances. Avant janvier 1915, 74 000 soldats souffraient d'engelures graves et 12% perdaient leurs pieds ou leurs orteils. Après mars 1915, le nombre de cas monta à 89 000 à cause d'un hiver encore plus froid, mais seulement 2,8% perdaient tous leurs membres. Le taux d'amputation avait chuté de 76%. Des milliers d'hommes qui auraient dû perdre leurs pieds marchaient maintenant normalement. Des divisions entières qui auraient dû être détruites restaient au combat. L'ancien système révélait maintenant toute sa cruauté inutile. Avant Carrel, les médecins militaires suivaient des protocoles venus des meilleurs hôpitaux parisiens. Ils enveloppaient les pieds gelés dans des bandages secs et propres qui semblaient scientifiques et modernes. Mais ces bandages ne protégeaient rien du tout. Ils laissaient le froid pénétrer et détruire les tissus. Les médecins frottaient ensuite les pieds avec des massages vigoureux pour faire revenir le sang. Ces massages arrachaient la peau morte et créaient des plaies ouvertes. Puis venait la chaleur directe des poils brûlants. Les pieds gelés placés près du feu subissaient un choc thermique terrible. Les vaisseaux sanguins éclataient. Les tissus fragiles brûlaient et noircissaient. La gangrène s'installait en quelques heures. Les médecins n'avaient alors plus le choix. Ils amputaient pour sauver la vie du soldat. Chaque jour, derrière les tentes médicales, les tas de pieds coupés grandissaient. Les médecins pensaient qu'ils faisaient de leur mieux. En réalité, leur protocole tuait plus de tissus que le froid lui-même. Les autres armées regardaient avec jalousie et confusion. Les Britanniques essayaient des bottes fourrées, épaisses, qui semblaient logiques. Plus de fourrure signifiait plus de chaleur, mais ces bottes étaient trop rigides. Les soldats ne pouvaient pas bouger leurs orteils à l'intérieur. La circulation sanguine s'arrêtait. Des ampoules géantes se formaient et infectaient dans le pied. Les bottes créaient plus de problèmes qu'elles n'en résolvaient. Les Britanniques testèrent aussi des chaufferettes chimiques, de petits sachets qui produisaient de la chaleur en mélangeant des poudres. Les soldats glissaient ces sachets dans leurs bottes, mais la chaleur était trop forte et trop concentrée. Les chaufferettes brûlaient la peau directement,
créant des cloques horribles qui s'infectaient dans la boue des tranchées. L'armée allemande avait ses propres méthodes. Quand les espions allemands entendirent de parler du beurre français, ils rirent d'abord. Comment une armée sérieuse pouvait-elle utiliser de la nourriture comme médecine? Mais les chiffres français étaient impossibles à nier. En mars 1915, des soldats allemands capturèrent un dépôt de ravitaillement français. Parmi les caisses de munitions et de nourriture, ils trouvèrent des centaines de boîtes blanches marquées « pâte Carrel », usage médical. Les Allemands envoyèrent les boîtes à Berlin pour analyse. Les chimistes militaires découvrirent la formule mais décidèrent de la modifier. Ils pensaient que le saindoux, la graisse de porc, fonctionnerait mieux que le beurre. Le saindoux coûtait moins cher et l'Allemagne en produisait beaucoup. Ils créèrent leur propre version avec 70% de saindoux et 30% de cire d'abeille. La pâte allemande échoua. Le saindoux était trop dense, trop lourd. Il ne pénétrait pas dans la peau comme le beurre. Il restait en surface, formant une couche grasse qui empêchait la peau de respirer. Les pieds allemands transpiraient sous cette barrière et l'humidité gelait ensuite à l'intérieur des bottes. Les engelures empiraient au lieu de guérir. Les Allemands abandonnèrent leur copie et continuèrent à perdre des milliers d'hommes à cause du froid. Ils utilisèrent de l'alcool pour frotter les pieds gelés, pensant que l'alcool désinfectait et réchauffait. Mais l'alcool desséchait la peau et la rendait encore plus fragile. Les tissus se craquaient comme du vieux cuir. Les amputations continuaient. L'impact de la pâte Carrel dépassait les simples statistiques médicales. Des unités entières retrouvaient leur force de combat. La 33e division d'infanterie racontait une histoire extraordinaire. En décembre 1914, 40% de ces soldats souffraient d'engelures graves. Les officiers pensaient que la division était perdue, inutilisable pour les combats futurs. Les généraux parlaient déjà de dissoudre l'unité et de distribuer les hommes valides ailleurs. Puis arriva la pâte Carrel en janvier. Chaque soldat recevait sa boîte et appliquait le traitement 2 fois par jour. En mars 1915, 87% de la division était redevenue opérationnelle. Les hommes qui boitaient marchaient maintenant normalement. Ceux qui ne pouvaient pas tenir debout couraient dans les tranchées. La division participait à une offensive majeure en avril et se battait aussi bien qu'avant l'hiver. Le ministère de la Guerre à Paris ne pouvait plus ignorer ces résultats. En avril 1915, un comité de médecins généraux étudia officiellement la méthode Carrel. Certains docteurs résistaient encore. Ils trouvaient humiliant qu'un simple cuisinier sans éducation ait résolu un problème que tous les experts ne pouvaient pas résoudre. Ils cherchaient des défauts dans la technique, des raisons scientifiques pour la rejeter. Mais les chiffres ne mentaient jamais. 93% de réussite contre 54% avec les anciennes méthodes. Le comité vota à l'unanimité pour intégrer la technique Carrel au manuel officiel de médecine militaire. Chaque nouveau médecin formé pour l'armée apprenait maintenant la recette exacte. 60% de beurre, 30% de lanoline, 10% d'huile de camphre. Carrel reçut la Croix de guerre en avril 1915 lors d'une cérémonie devant toute sa division. Le général lui épingla la médaille sur la poitrine et dit devant 1000 soldats qu'un cuisinier avait sauvé plus de vies que n'importe quel commandant. Les hommes applaudirent pendant 10 minutes. Certains pleuraient en pensant à leurs pieds sauvés, à leurs orteils qu'ils avaient failli perdre. Carrel restait silencieux et gêné. Il n'avait jamais voulu être un héros. Il voulait juste que les hommes arrêtent de souffrir inutilement. Entre janvier 1915 et novembre 1918, la fin de la guerre, la méthode Carrel sauva environ 850 000 soldats de l'amputation. Ces hommes gardèrent pas leurs pieds, leurs orteils, leur capacité de marcher et de vivre normalement après la guerre.
En termes militaires, cela représentait 14 divisions d'infanterie complètes qui auraient été perdues. 14 divisions qui restèrent au combat grâce à du beurre, de la lanoline et du bon sens paysan. L'histoire militaire n'avait jamais vu une innovation si simple sauver autant de vies. La guerre se termina en novembre 1918, mais l'héritage de Carrel continuait à vivre. Les médecins militaires rentrèrent chez eux avec des carnets remplis de notes sur la pâte au beurre. Ils avaient vu de leurs propres yeux comment quelque chose de si simple pouvait accomplir ce que la science complexe ne réussissait pas. Dans les hôpitaux civils de France, de Belgique, d'Angleterre, les docteurs commencèrent à utiliser les principes de Carrel pour traiter les gelures chez les travailleurs, les sans-abri, les enfants pauvres qui n'avaient pas de chaussures chaudes en hiver. Entre 1919 et 1925, les laboratoires pharmaceutiques étudiaient la formule avec fascination. Ils comprenaient maintenant que les lipides, les graisses naturelles, créaient une barrière protectrice que la peau pouvait absorber. Les chimistes, dans leurs blouses blanches, décomposaient chaque élément de la pâte Carrel. Le beurre contenait des acides gras qui nourrissaient les cellules de la peau et réparaient les membranes endommagées. La lanoline, cette cire venant de la laine des moutons, restait collée à la peau pendant des heures et empêchait l'humidité de s'échapper. L'huile de camphre stimulait la circulation sanguine en dilatant les petits vaisseaux sous la peau. Ensemble, ces 3 ingrédients formaient une protection parfaite contre le froid. Les laboratoires créèrent les premières crèmes barrières modernes basées sur ces découvertes. Ils remplacèrent le beurre par des graisses synthétiques qui ne pourrissaient pas, mais gardèrent les mêmes proportions que Carrel avait trouvées par instinct. 60% de lipides, 30% de cire protectrice, 10% d'activateurs de circulation. Ces nouvelles crèmes arrivèrent dans les pharmacies au début des années 1930. Les alpinistes qui escaladaient les montagnes les plus hautes du monde achetaient ces tubes argentés avant chaque expédition. Les explorateurs qui partaient vers l'Arctique et l'Antarctique remplissaient leurs sacs de ces crèmes miraculeuses. Les soldats des armées modernes recevaient des tubes dans leur kit de survie. Tous utilisaient, sans le savoir, les principes qu'un cuisinier normand avait découverts dans une cave gelée pendant la Grande Guerre. Le nom de Carrel disparut des étiquettes, remplacé par des marques commerciales brillantes et des promesses scientifiques. Mais l'esprit de sa découverte vivait dans chaque tube. Alexis Carrel lui-même retourna à sa ferme en Normandie en 1919. Il avait 33 ans et voulait seulement retrouver ses vaches, son lait, sa vie simple, loin du bruit des canons. Le gouvernement français lui proposa d'autres décorations, des médailles prestigieuses, une pension généreuse. Carrel refusa tout. Il disait qu'il n'avait rien fait de spécial. N'importe quel homme avec du bon sens aurait pu avoir la même idée. Les journalistes venaient frapper à sa porte pour écrire des articles sur le héros cuisinier. Carrel les chassait poliment mais fermement. Il ne voulait pas être célèbre. Il voulait juste être oublié. Les années passèrent lentement dans la ferme normande. Carrel se mariait, avait 3 enfants, élevait ses vaches comme son père et son grand-père avant lui. Il ne parlait jamais de la guerre à ses enfants. Quand il trouvait sa croix de guerre dans un vieux tiroir et demandait pourquoi papa avait une médaille, il répondait simplement qu'il avait aidé quelques personnes il y a longtemps. Rien d'important. Les villageois savaient vaguement que Carrel avait fait quelque chose pendant la guerre, mais les détails se perdaient dans le brouillard du temps. Les gens oubliaient de vite. La vie continuait. Carrel mourut en 1958 à l'âge de 72 ans. Son enterrement attira seulement une vingtaine de personnes, principalement des voisins et de la famille proche. Aucun général, aucun médecin militaire, aucun représentant du gouvernement. Les journaux locaux publièrent une petite notice nécrologique de 3 lignes. Alexis Carrel, fermier, ancien combattant de la Grande Guerre,
laissait derrière lui une femme et 3 enfants. C'était tout. Le monde avait oublié l'homme qui avait sauvé 850 000 soldats de l'amputation. Mais l'histoire n'était pas tout à fait terminée. En 2003, 45 ans après la mort de Carrel, son petit-fils Jean-Baptiste nettoyait le grenier de la vieille ferme familiale. Il trouvait des boîtes poussiéreuses, remplies de lettres jaunies, de photos décolorées, de documents militaires oubliés. Dans une enveloppe marron, il découvrit un carnet médical datant de 1916. Le carnet appartenait à un soldat nommé Pierre Moreau. Jean-Baptiste lut les notes avec curiosité croissante. Pierre Moreau avait souffert d'engelures graves en décembre 1915. Ses orteils étaient devenus noirs. Les médecins préparaient l'amputation. Puis quelqu'un avait appliqué une pâte au beurre sur ses pieds. 3 semaines plus tard, Pierre Moreau gardait tous ses orteils. Le carnet notait le nom du traitement, pâte Carrel. Jean-Baptiste sentit son cœur battre plus vite. Pierre Moreau était son arrière-grand-père, le père de sa grand-mère. Si Pierre avait perdu ses pieds en 1915, il n'aurait jamais pu rentrer à la ferme après la guerre. Il n'aurait jamais épousé Marguerite en 1919. Il n'aurait jamais eu leur fille Marie en 1920. Marie n'aurait jamais épousé le fils d'Alexis Carrel dans les années 30. Jean-Baptiste n'existerait pas. Sa propre vie dépendait directement de la pâte que son grand-père avait inventée. Alexis Carrel avait sauvé l'homme qui deviendrait son beau-père sans jamais le savoir. Les fils invisibles du destin tissaient des motifs étranges et merveilleux. Jean-Baptiste commença à chercher des informations sur son grand-père. Il découvrit des documents militaires dans les archives nationales. Il trouva des rapports médicaux, des statistiques, des témoignages de soldats. L'histoire complète émergea lentement du passé comme un trésor enterré. Jean-Baptiste écrivit un livre sur Alexis Carrel en 2005. Quelques centaines de personnes le lurent. L'histoire restait largement inconnue du grand public, mais ceux qui la découvraient ne l'oubliaient jamais. Pendant ce temps, dans des endroits que Carrel n'aurait jamais pu imaginer, ses principes continuaient à sauver des vies. En 1997, la NASA préparait des missions de longue durée dans l'espace. Les astronautes travaillant à l'extérieur de la station spatiale souffraient de gelures aux doigts malgré leurs gants épais. Les températures dans l'ombre spatiale descendaient à moins 270 degrés. Les ingénieurs de la NASA cherchaient une solution. Un vieux médecin militaire consulté pour le projet se souvenait vaguement d'une histoire de la Première Guerre mondiale. Il retrouva les rapports sur la pâte Carrel dans les archives. Les scientifiques de la NASA adaptèrent en pied la formule pour l'espace. Ils créèrent un baume spécial avec les mêmes proportions, 60% de lipides synthétiques, 30% de cire protectrice, 10% d'activateurs de circulation. Les astronautes appliquaient ce baume avant chaque sortie spatiale. Les gelures disparurent complètement. Les alpinistes modernes qui escaladent l'Everest, les soldats qui patrouillent en Arctique, les travailleurs qui réparent les oléoducs en Sibérie, tous utilisent des crèmes qui descendent directement de la découverte de Carrel. Ils ne connaissent point pas son nom. Ils ne savent pas qu'un cuisinier normand a tout inventé dans une cave gelée il y a plus d'un siècle. Mais chaque fois qu'ils appliquent leur crème protectrice, ils répètent les gestes que Carrel a enseignés. La même application soigneuse, le même massage circulaire, la même protection contre le froid impitoyable. L'histoire de Carrel nous enseigne quelque chose de fondamental sur l'innovation et le progrès humain. Les solutions les plus efficaces ne viennent pas toujours des laboratoires sophistiqués ou des universités prestigieuses. Parfois, elles viennent de l'observation simple et du bon sens populaire. Carrel n'avait pas étudié la médecine pendant des années. Il n'avait pas lu de livres savants sur la circulation sanguine ou les tissus cellulaires. Il avait simplement regardé son grand-père soigner des moutons et s'était demandé si la même chose fonctionnerait pour les humains. Cette pensée simple
Cette connexion évidente avait échappé à des milliers de médecins brillants formés dans les meilleures écoles. Le vrai problème était que les experts refusaient d'écouter les non-experts. Le service de santé des armées punissait les soldats qui osaient suggérer des idées. Les protocoles médicaux étaient sacrés, intouchables, même quand ils échouaient jour après jour. Les institutions préféraient suivre des méthodes qui ne marchaient pas plutôt que d'essayer des idées venant de sources non conventionnelles. Cette résistance coûtait des vies. 74 000 cas d'engelure en 2 mois avant que quelqu'un écoute finalement le cuisinier. Aujourd'hui, en 2025, nos institutions font exactement la même erreur. Nous faisons face à des crises énormes comme le changement climatique, les pandémies, les inégalités économiques. Les experts proposent-ils des solutions compliquées qui échouent souvent. Mais quand des fermiers, des ouvriers, des gens ordinaires suggèrent des idées simples basées sur leur expérience, nous les ignorons. Nous disons qu'ils ne comprennent pas la science. Nous disons que les problèmes sont trop complexes pour des solutions simples. Nous répétons les mêmes erreurs que les généraux de 1914. Peut-être que quelque part aujourd'hui, il existe un nouveau Carrel. Peut-être qu'un mécanicien a une idée pour nettoyer les océans. Peut-être qu'une grand-mère connaît une méthode pour cultiver plus de nourriture avec moins d'eau. Peut-être qu'un enfant voit une connexion que tous les scientifiques ont manquée. Ces personnes parlent probablement. Elles partagent leurs idées. Mais personne n'écoute parce qu'elles ne sont pas des experts. Elles n'ont pas les diplômes corrects. Elles ne viennent pas des bonnes institutions. L'histoire de Carrel nous rappelle une vérité simple mais puissante. Parfois, sauver des millions de vies ne nécessite pas une révolution technologique ou un génie militaire. Parfois, il suffit d'un cuisinier avec du beurre, du bon sens, et le courage de défier les experts qui ont tort. La vraie question n'est pas de savoir si ces solutions simples existent. Elles existent probablement déjà. La vraie question est de savoir si nous aurons l'humilité de les écouter avant qu'il soit trop tard.